Thomas Gillet, bonjour. Bonjour Jean Spinette. Euh, Te voilà, maintenant, c'est devenu presque une tradition comme candidat mis sur le grill des chaises où un monstre sacré de la politique bruxelloise accueillait ses amis, ses demandeurs. Et donc voilà, j'utilise son bureau depuis 2 ans maintenant et j'ai trouvé sympa de présenter des gens que j'aime. Et donc, qui es-tu? Je m'appelle Thomas Gillet, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une formation de philosophe et d'éthicien de l'ULB. Je suis très engagé dans le mouvement laïque, notamment au Centre d'action laïque. Et dans ma vie professionnelle, je suis maître assistant en philosophie à la Haute École de Bruxelles-Brabant. Je forme des profs de philosophie et citoyenneté, puis je forme aussi des profs à la neutralité. Par ailleurs, je suis aussi chercheur à l'ULB au Centre d'études des religions et de la laïcité. Ça occupe pas mal mon temps. Avant que je te demande pourquoi tu es candidat, c'est une question que je posais quand j'étais président du Librex pour savoir, genre, comment ils définissaient. C'est quoi le libre examen et c'est quoi la laïcité? Oula, alors, on va le faire par cœur presque, non? Donc alors, le libre examen, avant tout, c'est le refus de l'argument d'autorité, c'est l'indépendance de jugement, c'est le refus du dogmatisme, c'est vraiment examiner, critiquer librement toutes les questions qui nous occupent, c'est éviter toute vérité préconçue, tout discours préconçu, ne rien tenir pour acquis ou pour vrai tant qu'on n'en a pas fait un examen minutieux, approfondi, argumenté, et notamment de manière rationnelle. Donc c'est vraiment la méthode scientifique appliquée à toutes les questions qui agitent notre monde et notre société. Donc j'y suis très très attaché évidemment comme libre exaministe convaincu. J'ai d'ailleurs été président de l'Union des anciens étudiants de l'ULB pendant 3 ans et d'œuvrer à la défense de ce principe au sein de l'université. Et la laïcité, ben, c'est un autre principe, un autre pilier fondamental de l'ULB. Hein. C'est un principe qui est un principe politique et humaniste qui oblige l'État à garantir de manière impartiale et donc dégagée de toute ingérence religieuse les libertés fondamentales et à assurer l'émancipation de tous par la transmission des savoirs et l'exercice du libre examen dont on vient de parler. C'est amusant parce que moi, je pense que Feu Philippe Grelet disait laïos, la terre de tous, pour le mot laïcité. Pourquoi pas neutralité? Ouais, parce que je pense que la laïcité a quand même une posture plus positive, là où souvent la neutralité est perçue comme étant une forme de désengagement ou d'abstention par rapport à des positions qu'il faudrait prendre. La laïcité, c'est vraiment un engagement positif à construire un monde commun, des normes communes au-delà de nos différences et de permettre en fait la coexistence pacifique des différences, mais en gardant quand même un socle commun, des bases communes. Et ça, c'est l'exercice égalitaire et effectif, hein, parce qu'il ne suffit pas de proclamer des droits, il faut aussi en garantir l'effectivité pour toutes et tous, au-delà des particularismes identitaires, convictionnels, culturels. C'est vraiment un engagement pour la construction d'un monde commun. Pas simple comme mission dans une ville monde comme Bruxelles, comme Saint-Gilles, comme peut-être un peu moins Watermal-Boisfort, quoique. Si, mais je pense que c'est partout. La question de la diversité, c'est la norme du monde. La multitude est la norme du monde, donc on doit vivre avec toutes ces différences-là. Et pour moi, c'est vraiment c'est jamais simple de construire du commun. On a souvent tendance à d'abord voir ce qui nous divise, ce qui nous sépare, ce qui fait qu'on est différent, et souvent c'est constitutif aussi de notre identité. Et en même temps, c'est un apprentissage de dépasser ça, de construire ensemble aussi ces normes communes, parce qu'on les décrète pas non plus. Hein. Les normes communes, elles peuvent évoluer. C'est tout un processus démocratique, parce que la laïcité, c'est vraiment aussi un principe fondamentalement démocratique, d'arriver à débattre, à discuter rationnellement, posément, mais tout en ne négligeant pas qu'il y a un caractère émotionnel très fort. Et pour moi, je suis un fervent défenseur de l'éducation, qu'elle soit l'éducation pour les plus jeunes, mais aussi l'éducation permanente. Et donc, c'est aussi, on doit passer, à mon avis, par le cours de philosophie et citoyenneté dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu fondamental, que l'école se réapproprie les questions de démocratie, qu'elle réfléchisse à notre monde collectivement, c'est-à-dire en arrêtant de séparer les élèves sur base convictionnelle, mais de permettre justement les échanges argumentés, les échanges réflexifs, les échanges critiques. Et c'est comme ça qu'on construira une identité commune, des normes communes,
au-delà des différences qui, je le répète, ne sont pas un problème tant que elles ne sont pas source de conflits ou de tensions et qu'on arrive à les apaiser pour vivre paisiblement, pacifiquement, tous ensemble. J'en profite, finalement, cette vidéo, c'est un prétexte pour résoudre mes questions fondamentales. J'ai une controverse avec Carlo Leux. Moi, à l'époque, j'étais plutôt à défendre l'interculturel plutôt que le multiculturel parce qu'on crée la rencontre. Et lui avait envisagé l'intercultuel, où il essayait de créer du dialogue en invitant au centre culturel sur toutes les musiques liées aux rites, à toutes les cultures pour amener les gens à dépasser ces clivages. Tu te positionnes comment entre interculturel et interculturel? Mais je pense que la culture est quelque chose de plus vaste que le culte. Le culte, c'est une part d'une culture ou deux cultures. Et je pense que moi, je suis vraiment plutôt pour la multiculturalité que pour la multiculturalité, parce que je pense que le côté culte peut avoir très vite un côté réducteur, où finalement on peut potentiellement exclure des personnes qui n'ont pas de culte du dialogue et de la discussion, alors que quand on est dans une posture interculturelle, tout le monde a une culture. Tout le monde partage une culture, tout le monde est éduqué au sein de différentes cultures. Et donc, ces échanges-là sont beaucoup plus riches parce qu'ils n'excluent personne. Et le côté culture permet aussi parfois une distance plus critique que le côté cultuel où, ben, lorsque on a un rapport au culte et généralement à des croyances, la force et la proximité émotionnelle peut être parfois un petit peu plus forte ou plus délicate pour les échanges et pour les discussions. Les notions culturelles, en fait, se mélangent peut-être davantage, mais c'est un débat. Il faudrait beaucoup de temps pour définir et redéfinir ce qu'on entend par culte et culture, mais intuitivement, c'est ce que je répondrais à Est-ce cette que, question. est-ce que tu as fait une analyse comparée avec le football? Parce que j'ai quelques amis qui n'aiment pas l'Union Saint-Gilloise. Tu as vu que dans un bureau, on est fan de l'Union Saint-Gilloise. Ils sont supporters d'Anderlecht. Tu n'as pas l'impression que c'est plutôt une approche culturelle? Ah, presque. Mais certains, parfois, ont tendance à considérer que le foot est une religion. Tout dépend de la définition qu'on donne d'une religion. Et on sait qu'on a eu des polémiques et des débats au Parlement justement sur la reconnaissance. Tu parlais du bouddhisme tout à l'heure. C'est vraiment un enjeu. De qu'est-ce qui est une religion et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, la question, à mon avis, la foi qu'on va y mettre, la dimension sensible qu'on va y mettre, ben, on peut avoir un caractère quasi religieux lorsqu'on est supporter de foot. Il y a peut-être la question dans la religion, de nouveau, il faudra voir ce qu'on définit comme étant une religion. Est-ce qu'on parle d'une religion révélée? Est-ce qu'on parle d'une religion qui ne l'est pas? Le rapport à la vérité révélée, le rapport au dogme, Et là, qu'on n'a pas nécessairement au foot, quoi. on touche à l'intime et au respect qui est dû à ça. Et c'est vrai que ces questionnements ne sont pas exclusifs d'un profond respect et d'une approche inclusive. Et c'est vrai que cette idée de faire partager l'émotion, de faire partager sa culture et son identité est un élément qui mérite le respect et l'analyse sereine. C'est pour ça qu'il nous faut des philosophes pour réfléchir sur ces questions. Merci, tu ne t'es pas laissé avoir avec mon bête piège sur le football, qui est complètement d'ailleurs irrespectueux par rapport au culte reconnu. Mais je voudrais peut-être évoquer avec toi, et pourquoi est-ce qu'un philosophe comme toi, attaché à ce dialogue, qu'est-ce que tu es allé faire en politique? Ben, en fait, j'étais dans une posture un peu confortable d'observateur, d'analyste, d'intellectuel, et c'est très chouette. Je me suis toujours intéressé au monde, comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont les rapports de force, qu'est-ce qu'il faudrait imaginer, comment imaginer un idéal. Et puis j'ai voulu me lancer et me dire, mais en fait, il faut à un moment donné s'engager, réfléchir c'est bien, s'engager c'est très bien aussi. J'ai une maxime du philosophe français Henri Bergson que j'adore, qui dit il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Et je trouve que ça permet d'articuler justement cette réflexion sur le monde. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut agir. J'ai été confronté à des questions d'inégalité très importantes, à des questions de vivre ensemble aussi qui se posaient dans ma carrière professionnelle quand j'étais prof dans le secondaire. Et ça a vraiment forgé mes convictions militantes. Je me suis dit, ben, en fait, on a besoin de ces valeurs de solidarité, on a besoin d'un État fort qui protège, qui émancipe. En fait, on a besoin de plus de socialisme dans le monde dans lequel on vit, d'autant qu'on a une remontée de tous les discours identitaires, on a une montée de l'extrême droite et une droitisation encore plus importante de la droite. Et tout ça m'a encouragé à me dire, mais il faut y aller, il faut s'engager.
Et c'était aussi une posture qu'avait Lucia de Brocker à l'époque, de dire en fait un libre exaministe, il ne doit pas juste se contenter de chercher la vérité, il doit la dire, il doit agir, il ne peut pas être au-dessus de la mêlée, il doit être dans la mêlée. Et je pense que ça, c'est vraiment le fondement de mon engagement politique, c'est de me dire, en fait, je dois être dans la mêlée et quelle meilleure façon de s'engager en démocratie que, enfin, c'est pas la meilleure, mais en tout cas, c'est une manière très efficace de pouvoir le faire, comme le sont les engagements associatifs qu'on peut faire par ailleurs. C'est bien, je vais pouvoir citer Bergson, parce que moi j'avais que la phrase de Michel Audiard qui disait je préfère un con qui marche qu'un intellectuel assis. Mais bon, c'est moins flatteur déjà, Bergson, j'essaierai de caser Bergson. Et ces deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche Oui, dans un taxi pour Tobruk. et là en l'occurrence, face à l'extrême droite et aux montées du fascisme, je pense qu'on aura besoin de se compter. Ton physique de rugbyman sera sans doute plus utile que ton côté philosophe. C'est marrant parce que on est dans le bureau aussi où un certain Janson, mais surtout Paul-Henri Spaak s'est installé. Et il y a un portrait de Marie Janson. C'est vrai qu'on a souvent attribué à l'héritage de Paul-Émile Janson le, l'influence sur Paul-Henri Spaak, alors qu'il avait une mère qui était première sénatrice et première conseillère communale à Saint-Gilles, tu vois, où j'essaye de t'emmener. J'ai cru comprendre que tu avais une femme assez engagée d'un point de vue féminisme. Tu te définis comme un homme déconstruit? J'essaye de me déconstruire. Je considère aussi qu'il y a des parts de notre identité qu'on nous attribue de l'extérieur. Mais donc, est-ce que je suis déconstruit? J'essaye de me déconstruire un maximum. Je suis quelqu'un qui a, malgré tout, tu parlais de mon physique tout à l'heure, mais quelques privilèges et quelques privilèges de naissance. En prendre conscience, c'est déjà une première étape. Et ma compagne, c'est pas juste sur la question féministe, c'est aussi sur la question socialiste, très engagée aussi à gauche. Et donc, tout ça a une influence évidemment sur moi parce qu'on discute beaucoup, on parle beaucoup de ces questions-là. Et c'est vrai que c'est un travail, c'est un effort, et je pense que ça permet aussi de prendre la mesure du travail qu'il y a à accomplir pour avoir davantage d'égalité dans une société. Mais ça passe évidemment pour les personnes qui sont privilégiées, tant sur le plan socio-économique que sur le plan identitaire, d'en avoir conscience et de travailler pour que ce ne soit plus des privilèges et que tout le monde puisse jouir des mêmes droits effectifs. Ouais, j'aimerais bien suivre tes cours, moi, finalement. Mais c'est vrai que dans l'action au quotidien, on n'a pas malheureusement le temps du recul, on sort rarement le nez du guidon. Si tu te prépares à une foulée de mandataires, quels seraient les deux, trois projets concrètement que tu essaierais de porter? Bah, les enjeux qu'on a maintenant au niveau fédéral, ils sont majeurs. Ça va être la question de la protection des services publics, garantir un financement des soins de santé et protéger notre système social qui est quand même euh, très bien, qui est toujours améliorable, hein, parce que il est imparfait, mais que certains veulent démanteler. On voit que les libéraux veulent déjà faire des économies drastiques dans les soins de santé. Or, on sait qu'on est un des pays avec le système de soins de santé un des meilleurs au monde, et il faut protéger ça parce que la santé, on a une explosion du nombre de personnes qui sont en incapacité de travail pour raison de maladie, on a un vieillissement de la population, on l'a vu pendant la crise Covid à quel point avoir des hôpitaux solides était important. Donc, et en fait, ça traduit la santé, c'est un enjeu majeur, mais tous les services publics, que l'enseignement, même si c'est pas une compétence fédérale, mais la justice. Moi, je suis très attaché à cette notion de justice parce que je pense que la justice, il y aura la question de la justice fiscale. On sait aujourd'hui que le financement de la transition écologique et sociale, ça passera par faire contribuer les épaules les plus larges et baisser aussi tout ce qui est pression fiscale sur le travail et notamment sur les bas et les moyens salaires. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fondamental de savoir comment est-ce qu'on va financer cette transition écologique et sociale et pas faire payer aux personnes déjà les plus défavorisées les crises dont ils ne sont pas responsables. Euh, la justice, l'autre élément qui est vraiment essentiel, c'est la justice et le financement de l'institution judiciaire. On le voit en termes de sécurité aujourd'hui à Bruxelles. À force de définancer les services publics, on n'a pas rempli le cadre de magistrat, on a un arriéré judiciaire gigantesque. Et c'est difficile de vivre dans une société apaisée quand la justice n'est pas financée correctement pour faire son travail. Tous les signaux sont au rouge, les politiques d'austérité libérale, on en paye encore aujourd'hui le prix. Donc ça, c'est vraiment des priorités en disant il faut renforcer la justice. On parlait aussi évidemment de la fraude fiscale, parce que
La fraude fiscale, c'est aussi des milliards qui s'évaporent chaque année et qui nous empêchent de mener les politiques publiques et de redistribuer de manière juste le fruit du travail entre les personnes qui produisent la richesse et qui doivent en bénéficier. On a des enjeux vraiment gigantesques et aussi, évidemment, il y a la santé, il y a la question de l'alimentation, hein, d'avoir accès à une alimentation saine, dans tout ce qui est gratuité scolaire, la gratuité des repas dans les cantines. Tous ces éléments-là, ça passera par un meilleur financement de l'État. Et pour ça, il faut renforcer les services publics et notamment l'institution judiciaire. Ce sera des points essentiels. Donc ça, c'est vraiment des raisons fondamentales de mon engagement. Et je rajoute le dernier, parce qu'il est quand même essentiel aussi. On l'a dit tout à l'heure, moi je suis très attaché à la laïcité, parce que je suis très attaché aux libertés individuelles. Et donc, mettre en œuvre les recommandations du groupe d'experts sur l'IVG, avec la prolongation du délai, la suppression du délai de réflexion, la question d'inscrire le droit de mourir dans la dignité dans la Constitution aussi, ça va être des enjeux absolument fondamentaux sur les questions éthiques. Et donc, ça passera effectivement par avoir un État laïque, parce qu'impartial et qui garantit la liberté à tous de choisir comment il veut vivre et aussi comment est-ce qu'il a envie de mourir. Bon, ben merci. Avec Bonne plaisir. chance pour cette suite de campagne. Il reste 6 fois dormi, je pense, ou peu près. Je ne compte plus. Courage. Merci Jean. À bientôt à Saint-Gilles. À très vite.